Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, Info ou Infox. C'est le nouveau jeu de fact-checking proposé par la famille Tout Écran. On va gamifier l'éducation aux médias dans un instant avec notre partenaire, le Clémy. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet. Et Gaël, avec toi aujourd'hui, on va revenir sur une guerre qui se joue littéralement au cœur de nos smartphones. C'est celle des systèmes d'exploitation. Alors entre la team iOS et la team Android, il va falloir choisir. Après Google, tu t'intéresses aujourd'hui à Apple. Tout à fait. iOS a bientôt 16 ans et ce système d'exploitation représente déjà 30% des parts de marché. Vu les montants qui s'échangent sur ces différents stores d'applications, on comprend que ces systèmes d'exploitation fassent l'objet de toutes les attentions des grands majors du numérique. Et on y revient avec toi dans un instant. Notre question du jour, science, tech, maths. Elle passe à l'action. Nos invités mobilisent leur réseau et leurs énergies pour féminiser le numérique. Comment offrir aux filles un véritable accès à ces orientations, à ces secteurs, à ces métiers, pour enfin susciter des vocations sonnantes et trébuchantes? On en parle avec Aude de Thuin-Aude. Vous êtes la cofondatrice de Systémique. Non, la fondatrice. La fondatrice unique. Tout court, d'ailleurs, unique et préférée de Systémique. On y revient avec vous. Muriel Toiti, partenaire éducation, recherche, innovation pour OnePoint. Vous dirigez aussi l'institut éponyme, l'institut OnePoint. On en parle avec vous, mesdames, dans un instant. Mais d'abord, focus. Allez, un défi parents-enfants autour des fake news. Est-ce que ça vous tente, Gaël? Ça te tente? Ah oui, carrément. Ça m'arrange, parce qu'on va mettre du jeu et de l'enjeu dans la vérification de l'info avec la famille Tout Écran et notre partenaire, le Clémy. Vous êtes prêts les enfants? Je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non? L'homme n'a jamais marché sur la Lune. On a trouvé! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la team enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux États-Unis. Fake news ou pas? Merci. Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parents. Pour un point, papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture? Chérie, c'est facile. Je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie? Bon, ok, je te l'ai pas dit. Voilà. Bon, allez, je vous invite au resto, ok? Je t'ai appelé pour réserver, moi. Bien joué, les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. Fake news ou pas? Pour un point. Tablette est-elle amoureuse de télé? Fake news. Elle assume pas. Et voilà pour notre séquence d'éducation média. Nous, on assume tout sur ce plateau, figurez-vous, notamment le fait que le numérique ne peut pas se passer de 50% de l'humanité. On va féminiser justement le secteur avec nos invités. C'est le talk, première partie. Et pour en parler avec nous, aujourd'hui, Muriel Toiti, partenaire éducation, recherche et innovation de OnePoint et aussi directrice de l'Institut OnePoint. Aude de Thuin, fondatrice avec un grand F de Systémique. Merci, mesdames, d'être à nos côtés parce qu'on avait envie de revenir sur cette question fondamentale de la féminisation des filières et des métiers du numérique. Et vous le faites fort bien avec vos initiatives communes et complémentaires. On y revient dans un instant, mais je voulais une bonne fois pour toutes, qu'on donne quelques chiffres. Une fois qu'on les aura donnés, on passera aux solutions. Moins d'un étudiant en école d'ingénieur sur 3 est une étudiante en France. 33% d'entre elles se sont vues dire que les sciences et la tech n'étaient pas un métier pour les femmes. On voit les baromètres, ils se succèdent, ils se ressemblent. Est-ce qu'on peut, une fois pour toutes, se dire qu'on va trouver des solutions, Aude? J'espère.
Mais c'est difficile. C'est difficile et ça prendra du temps et c'est gravissime parce que les conséquences sur notre économie sont énormes. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays asiatiques y vont et s'engouffrent sur ce sujet, les États-Unis aussi, au point même d'attirer nos chercheurs et nos meilleures têtes. Et les conséquences en France, c'est qu'au moment où l'intelligence artificielle est en train d'envahir nos vies de façon considérable, avec une mutation qui s'est accélérée à la suite du Covid ou pendant le Covid, nous, dans le même temps, on était en train de réduire les maths à l'école. Et donc, c'est là où ça n'a pas démarré là, parce qu'en réalité, ça démarre dans les familles. Ouais. Les familles n'encouragent pas les filles. Et c'est là où le message est énorme et que c'est un sujet national. Et il faut qu'il y ait aujourd'hui une prise de conscience. Je trouve regrettable que le gouvernement n'en parle pas assez. Et donc, comme nous sommes la société civile, eh bien, on y va. Eh ben, vous y allez, vous retroussez les manches et vous faites bien. On va quand même revenir à la façon dont l'éducation nationale a pu s'emparer de la question, notamment avec une annonce qui a été faite lors d'une de vos conférences, Muriel. Mais d'abord, Aude le disait, la question de la féminisation et de ces vocations, de cette envie de STEM, tout simplement, elle vient déjà au cœur de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une éducation des parents à faire et aussi décomplexer le fait que leurs filles vont trouver un véritable équilibre pro et perso en embrassant un métier scientifique ou tech? Complètement, et je rejoins parfaitement ce que disait Aude. Tout commence à la maison, comme on dit. Mais on le sait, parfois la maison ne peut pas justement gérer toujours les approches avec leurs enfants. Oui, bien sûr. C'est tout le contexte, c'est toute la problématique. En fait, la problématique, elle est d'abord culturelle, elle est éducationnelle. Et quand on voit qu'à la maison, il y a des difficultés de s'emparer de ce sujet, eh bien, l'éducation nationale est censée prendre le relais. Et encore, ce n'est pas nécessairement d'ailleurs le sujet, puisque l'éducation nationale, pour rappel, est censée être dans la transmission du savoir et de la connaissance. Elle doit peut-être aujourd'hui s'habiller d'une autre fonction, justement, pour pouvoir accompagner ces familles qui ont des difficultés à conscientiser l'importance, effectivement, d'engager les jeunes filles dans ces filières-là. Je pense qu'aujourd'hui, la solution, parce qu'à tout problème, il y a une solution. Heureusement. Le sujet de la pénurie, finalement, de la gente féminine dans les milieux tech date d'aujourd'hui, mais il faut savoir historiquement que dans les années 50 et bien même avant, prenons l'exemple d'Ada Lovelace, qui est la première, qui a mis naissance finalement à la première programmation informatique, la fille de Lord Byron, accessoirement, avait déjà été dans cette impulsion. Parlons aussi de Grace Hopper, qui, dans les années 50, a donné lieu au premier compilateur qui a fait l'objet du premier ordinateur. Donc, il y a eu quand même dans l'histoire une présence très puissante des femmes qui s'est arrêtée dans les années 90. Pourquoi ? Parce que le monde de la technologie, l'intelligence artificielle devenait un enjeu stratégique et économique dont les hommes se sont emparés. Et puis aussi le fait que, à la maison, on se soit doté de plus d'équipements personnels, que ce soit des tablettes, des ordinateurs. Donc les pères et les filles se sont aussi massivement engouffrés dans ces sujets-là. Et donc ça fait que les filles ont été en décalage. Donc on est en train finalement, si je vous entends bien, de payer, si j'ose dire, des décennies finalement de non-culture aux sciences, aux technologies. Pour ces filles-là, on est en train d'hériter finalement d'une situation qu'on a envie de voir changer aujourd'hui. On veut renverser la mécanique, on veut renverser l'ADN et on veut surtout, me semble-t-il, et ça s'est révélé hier dans l'événement que nous avons organisé chez One Punch Chemin d'Avenir, eh bien travailler la confiance. Parce que quand on sait et je donne un exemple, c'est pas moi qui le dis, ce sont les collégiennes et les collégiens que nous avons invités hier. Pour donner toutes les clés de compréhension à ceux et celles qui nous regardent, vous avez donc mené deux événements complémentaires. Alors, vous êtes quasiment partagé Cédric Villani, puisqu'il était en guest star. Qui est un ami de toutes les deux. Sur le premier sommet systémique et notamment sur cette grande journée chez OnePoint. L'idée pour vous, en tout cas, c'était de rassembler 120 collégiens et collégiennes et leurs profs pour pouvoir leur demander ce qu'ils attendent aussi de ces métiers du numérique. L'idée était surtout de les sortir de la classe, de les amener dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise qui
fait, qui agit et qui est en interface directe finalement avec le marché. Et donc les faire sortir de la classe, les mettre dans un tiers-lieu, qui plus est celui de OnePoint, qui est un lieu propice à la créativité, à la liberté d'être, oserais-je dire de devenir, et finalement de poser toutes les questions et d'essayer d'apporter par eux-mêmes les réponses. Les protagonistes du récit de l'événement, hier, c'était les enfants. Vous l'avez dit, les chefs d'établissement, les professeurs étaient là, des personnalités prestigieuses, politiques, institutionnelles, mais eux étaient là pour étoffer le discours. Encore une fois, les protagonistes étaient les enfants. Et qu'est-ce qui s'est dégagé, pour revenir à ce que je disais juste avant ? C'est la confiance, le manque de confiance. Les petites nous l'ont dit, quand j'ai 14 ans maths, je suis frustrée. Quand un garçon a 14 ans maths, il est ravi. Donc il y a aussi un problème de travailler les consciences collectives de ces petits, les façonner finalement à la notion du risque. Parce que dans notre pays, en France, culturellement, on a un problème avec le risque. On a évidemment un problème avec l'échec. Or, l'échec est un gage de réussite, puisque plus on essaie et qu'on conscientise l'essai, plus on arrive à réussir à transformer cet essai en réussite. Et c'est sur quoi nous avons travaillé hier chez OnePoint avec la fresque de l'équilibre harmonieux, ce jeu de cartes ludique qui est venu... C'est une fresque du climat, mais sur finalement les désidératas de ce qu'on a envie de voir pour le futur. À l'instar de la fresque du climat, nous avons choisi de travailler deux concepts. D'abord, l'équilibre, parce qu'une société réparée ne peut que viser l'équilibre entre les hommes et les femmes et dans la complémentarité et la différence et l'acceptation des différences, et parallèlement l'harmonie, parce que je ne connais aucune société réparée qui n'est pas dans l'harmonie. Et cette fresque de l'équilibre harmonieux était autour d'un jeu de cartes. Ce sont eux qui ont joué avec nos collaborateurs, nos coachs, nos formateurs. Nous avons, dans le cadre de l'entreprise, on va y en discuter avec Aude, dans l'entreprise chez OnePoint, mis les moyens sur nos fonds propres et sur nos ressources humaines pour pouvoir accompagner ces jeunes filles et ces jeunes garçons à arriver à se questionner, parce que c'est eux qui doivent poser les questions et amener les réponses. On va revenir justement sur aussi le financement, parce que ça a un coût, cette féminisation des métiers, heureusement, et vous êtes là du coup pour pouvoir aussi en parler. Mais d'abord, Gaëlle, je voulais te retourner la question, parce que ces jeunes filles, ces garçons, tu les vois, toi, défiler, notamment dans tes multiples activités, en tant qu'hacker éthique, notamment à l'Observatoire de Vernon, tu les formes aussi à l'astronomie. Tu les vois, ces filles, dire, attendez, moi, monsieur, je veux absolument faire des maths, je veux absolument faire des sciences. Ah oui, là, j'ai des demandes de stage un an avant. Donc, c'est la preuve que ces filles s'y intéressent. On a reçu Marielle ici en plateau. Elle a fait l'émission et rédigé une chronique sur la constellation Sentinelle. J'aimerais, dans le sens d'Aude, sur les conséquences économiques de ne pas avoir ces femmes sur nos filières. Ça n'a pas qu'une connaissance économique, mais des conséquences économiques, mais aussi des conséquences sur la sécurité. Je reviens de la Martinique, on a dirigé un exercice de tsunami. On a évacué 350 collégiens du collège Petit Manoir au Lamentin. Et un des gages de succès de ces exercices, c'est souvent c'est que ces femmes sont à la manœuvre. On a une élue en charge de la sécurité civile, on a une femme en charge de la direction des services de sécurité civile. Et en fait, si cet exercice a eu autant de succès, c'est parce que elles ont conçu autour de la réalisation de l'exercice, on était 21 observateurs, 11 femmes, et tous les corps étaient représentés. Et à la tête de la cellule qui accompagnait au niveau de l'état-major de zone de la Martinique cet exercice, on avait une femme qui était responsable de la cyber. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour ces jeunes filles qui étaient présentes dans les tribunes, qui ont été évacuées, de voir des femmes, mais à la manœuvre, la principale adjointe, de voir cette femme en uniforme, en armes, porter évidemment la responsabilité de la sécurité de ses enfants. C'est toutes ces composantes, évidemment économiques, nous en tant que professionnels, mais aussi les services de l'État qui peuvent aussi inspirer ces jeunes filles. C'est important, ça, Aude, vraiment, et vous connaissez ce sujet de la féminisation de la société de l'économie par cœur. J'ose le rappeler ici, vous êtes notamment la créatrice du Women's Forum, première édition. Vous avez porté haut justement les couleurs des femmes dans l'économie, dans la société. Le fait de voir de ses yeux ces femmes en uniforme, ces femmes qui passent à l'action, ces femmes qui portent des entreprises, ces femmes qui portent l'éducation, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental parce que les jeunes femmes vont s'identifier à des rôles modèles. Et c'était aussi un des enjeux de Systémique, qui était de faire venir des rôles modèles, et pas seulement dans la tech. Parce qu'aujourd'hui, on a peur du monde mutant dans lequel on est, qui a démarré. Il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a cette explosion des nouvelles technologies qui font peur.
quand on parle de destruction d'emplois, on oublie juste de dire ce que ça va générer à côté. Et donc, il faut remettre un peu les choses au milieu du village, c'est-à-dire les choses normales, naturelles. Ce que vous disiez sur cette femme qui était le boss, finalement. Des boss, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes. Et ça, les jeunes filles regardent. Et moi, mon job, il est de dire aux filles, mais le monde a besoin de vous. Et donc, comment on peut leur faire comprendre que le monde a besoin d'elles? C'est en leur donnant des modèles. C'est en sacralisant les mots. Quand on parle de tech, quand on parle de cybersécurité, ce sont des mots qui font peur et qui font peur aux parents. Et moi, j'y reviens là, parce que tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est que quand une fille a 14 ans maths, souvent les parents vont dire « Non, tu n'as que 14, ma fille, donc n'y va pas. » Son frère a 14 ans maths, mais formidable, mon fils, tu seras ingénieur. Donc ça commence là. Et ça, c'est grave. Mais il n'y a pas que là, à l'école aussi. Les enseignants, à presque 60%, n'encouragent pas les filles à poursuivre des études dans ce secteur. Alors ça, c'est important, c'est grave, et donc ça veut dire que le système doit évoluer. Et le système ne peut qu'évoluer parce que les technologies sont là. On vit avec tous les jours. Alors, le système, en tout cas l'éducation nationale, essaie de faire bouger les choses, notamment avec l'impulsion du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, mais pas que. Il y a notamment toute l'éducation aux compétences technologiques et au STEM qui est en train d'être remis à plat. On nous promet pour la rentrée prochaine ces compétences numériques pour tous et toutes pour une école du 21e siècle avec un renforcement de l'éducation aux médias et à l'information pour chaque élève, une génération du fameux certificat PICS, la certification des compétences numériques à partir de la 6e cette fois-ci, et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, une découverte des métiers et des apprentissages, du codage dès la 5e. Autre pan justement de ce plan, pour justement aller dans vos sens, mesdames, pour les enseignants, il y aura aussi une formation des profs pour initier les élèves aux outils numériques, à la pensée informatique. Et pour les parents, il y aura une aide au contrôle parental et à l'accompagnement de cette parentalité numérique qui, englobe à la fois le numérique outil, mais aussi le numérique passion, le numérique impulsion. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Est-ce qu'on commence à toucher du doigt quelque chose qui pourrait fonctionner? Oui, moi je trouve, et ce qui est bien, parce que sinon on verrait le monde en noir, tellement les mutations sont énormes et tellement tout ça s'annonce dantesque. Ce qui est bien, c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience est dans les entreprises. Or, c'est là que ça va se jouer. Parce que le fonctionnement d'un pays, c'est pour son économie que ça se passe. Et donc, quand les entreprises ont conscience, et elles ont plus que la conscience, elles ont un problème énorme pour recruter des filles. Elles voient de façon... C'est même pas le fait de le voir de façon cynique, c'est se dire que j'ai un problème de recrutement, j'ai un problème de talent, donc il faut que je mise sur 100% de l'humanité, je ne peux pas faire que 50%. Et aujourd'hui, il y a cette prise de conscience est en train de provoquer beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'a frappé aussi, ce sont les associations qui se sont créées dans les 10 dernières années et qui font très très bien le job et qui vont dans les entreprises ou dans les écoles, qui les emmènent en stage d'été. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut juste que ça aille plus vite aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas attendre, parce qu'on va être dépassé par la compétition avec les autres pays et on va perdre notre compétitivité. Et ça, c'est grave pour la France. C'est une question de souveraineté culturelle et numérique, si je m'entends. C'est vraiment une urgence. Muriel, justement, pour vous permettre de rebondir, c'est vrai que vous mettez vos énergies communes au bénéfice de la féminisation, encore une fois, de ces secteurs et de ces orientations et de ces filières. Mais comment est-ce qu'on finance justement cette accélération? Parce que s'il faut accélérer le temps, Aude, il va falloir aussi pouvoir mettre aussi de la force de frappe financière, de l'investissement pour pouvoir le faire. C'est aux entreprises avant tout de s'en emparer. Alors, bien sûr, c'est aux entreprises, et OnePoint en est un merveilleux exemple, puisqu'au-delà... les prérogatives de l'entreprise, c'est également une responsabilité, un engagement social, sociétal et économique. Les entreprises, mais comme l'écosystème en général, est le garant de notre croissance économique et le garant des générations à venir et également le garant de la réindustrialisation du pays au passage. Donc on est dans une problématique culturelle, on est dans une problématique politique, on est dans une problématique aussi économique. Je suis d'accord avec Aude profondément, il faut aussi dédramatiser dans les consciences collectives des petites et petits, et même des plus âgés, si je puis dire, eh bien, la notion du numérique, d'intelligence artificielle qui fait peur, qui est terrible. Cette dramaturgie, elle doit être cassée, elle doit être
non pas banalisé, mais en tout cas dédramatisé. On parlait de différents métiers, mais le numérique et l'intelligence artificielle, c'est ce que je disais à nos collégiennes et collégiens hier, il a injecté dans tous les métiers, que ce soit l'art, l'éducation, la littérature, et déjà dans leur et la pratique au santé, quotidien, hein, les transitions énergétiques, l'agroalimentaire, autant de sujets qui sont des sujets forts de notre pays, qui sont les piliers économiques de notre pays. Donc pour financer cela, effectivement, pour répondre à votre question, les entreprises ont un rôle à jouer. Les entreprises doivent être aussi main dans la main avec les associations, avec les différents ministères. J'en veux pour preuve le ministère de l'Éducation nationale hier avec le rectorat de Paris dans le cadre de Chemin d'avenir chez OnePoint. Mais on pourrait aussi parler du ministère de l'Égalité. Isabelle Rome était là en introduction hier. Elle a quand même annoncé le financement de 10 000 jeunes filles dans le numérique. Sarah El Haïry, qui a fait la conclusion, a quand même annoncé également qu'elle souhaite casser le plafond de verre entre le monde entrepreneurial, si je puis dire, et les jeunes filles, parce qu'attendez, c'est pas simplement les jeunes filles aller vers les filières du numérique et de la tech, c'est comment je deviens l'entrepreneur de ma propre existence. Et c'est comment je développe mon inspiration. Oui, les rôles modèles. C'est très bien d'être inspiré. On en a eu hier, Aude en a eu également à son merveilleux événement. Mais comme je leur disais aussi hier, le plus beau modèle inspirationnel, c'est votre chemin initiatique de vie où vous le puiserez à l'intérieur de vous. Les entreprises ont un rôle majeur en tant que phare éclairant, exemplaire, social et sociétal. Nous avons alloué, pour financer notre événement hier, des fonds propres. Et nous avons eu tout un collectif de nos collaboratrices et nos collaborateurs qui ont travaillé avec les enfants. Les photos sont magnifiques. J'en suis presque émue, rien que de me souvenir de ces moments puissants qu'on a vécus hier. Et je rappelle, je clôturerai avec cela, que chez OnePoint, qui est une entreprise aussi à impact, fort impact, nous avons développé, et Aude sera très attentive à cela, des chantiers internes. Parce que pour façonner l'autre, c'est-à-dire ce qui est extérieur de moi, il faut d'abord pouvoir, à l'intérieur de soi, c'est-à-dire en interne, travailler et en être convaincu. On a réuni, sous la houlette de Loubna Méniane, que vous connaissez, qui est notre leader sur le chantier égalité, pluralité et égalité des chances, eh bien, 6 chantiers de travail, dont le recrutement, dont je suis l'ambassadrice, et qui a été le fer de lance de l'événement d'hier, pour justement travailler en interne les consciences dans l'entreprise de nos collaborateurs et collaboratrices pour pouvoir être en résonance et en cohérence avec ses propos, ses valeurs, ses engagements, ses responsabilités que porte OnePoint. Et donc, nous avons décidé, effectivement, et nous allons continuer, eh bien, à financer ce type d'initiative. Et puis, il y a des sujets aussi, le politique doit s'en emparer, mais également des sujets de philanthropie. Parce que c'est un sujet citoyen, républicain, oserais-je dire, démocratique. Et alors, justement, on va suspendre cette conversation le temps dans ZapTech. On y revient dans un instant, comment financer, comment mieux aussi faire passer cette culture de l'appropriation des sciences, du numérique, pour ces talents féminins, ces talents d'aujourd'hui et de demain. Adieu l'effet Black Mirror, vive les Wonder Woman. On fait du coup un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Degnaud.
vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Aude de Thuin, fondatrice de Systémique, et de Muriel Toiti, partenaire éducation, recherche et innovation pour OnePoint. On continue notre discussion sur la féminisation justement des filières et du métier numérique, sciences, mais pas que. Mais d'abord, Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et Gaël, avec toi, on revient sur une bataille intersidérale, quasiment. En tout cas, une bataille qui se joue au cœur de nos smartphones, c'est celle de la guerre des systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de la team iOS. Tout à fait. On a un système d'exploitation d'Apple qui représente plus de 30% aujourd'hui de part de marché, qui grappille des petites parts comme ça depuis des années d'ailleurs à Google. Ça n'a pas toujours été le cas. Juste avant l'arrivée d'iOS, on pouvait compter sur à peu près 6 grands acteurs. On avait Nokia, on avait Motorola, Samsung. Alors, Microsoft avec son système d'exploitation Windows CE, Windows Phone, Symbian pour Nokia, et BlackBerry, qui aussi était un leader en matière de système d'exploitation sur les mobiles, qui s'est très bien reconverti d'ailleurs dans l'industrie automobile. Comme quoi, on peut toujours se reconvertir. Tout à fait, tout à fait. Un message d'espoir. Complètement, et depuis 2007, on a ce système d'exploitation d'Apple qui avait déjà depuis 2001 l'iPod. Et donc Apple voulait garder ce leadership sur l'électronique en mobilité, et donc en utilisant son système d'exploitation qu'il a développé pour l'iPhone, sur tout ce qui bouge ou pas, des montres, des tablettes, des TV, des voitures. Et c'est ce qui fait d'Apple ce système parfois un peu trop fermé que certains détracteurs critiquent. Sauf qu'il y a une fièvre littérale qui s'empare de tous les Apple fanboys et fangirls à chaque sortie d'un nouvel iPhone, parce qu'il y a aussi la mise à jour d'iOS. Tout à fait. Et en 2007, faut bien voir en fait quand commence en fait le développement de ce système d'exploitation. Steve Jobs, il a voulu réunir le meilleur des deux mondes. Alors les équipes qui développaient l'iPod, donc sur ce lecteur MP3 mythique à l'époque, et les équipes qui développaient les Macintosh, les ordinateurs portatifs ou fixes. Et les a mis au défi, alors, soit de raccourcir et de rétrécir le Mac, soit d'agrandir l'iPod et de le survitaminer. C'est l'équipe Macintosh qui remporte la bataille avec déjà cette première version, un Unix, un peu comme Linux, comme FreeBSD. C'est un Unix qui est à la base en fait de ce système d'exploitation. Et l'idée des équipes de Macintosh, c'est de créer à la fois le système d'exploitation, mais aussi un kit de développement qui va permettre de manière assez simple aux développeurs de développer des applications mobiles. Ils créent une vraie plateforme sur ces applications mobiles. On parle quand même de 500 applications livrées par Apple en 2008 à plus d'1 million en 2013. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions sur l'Apple Store. Ça fait des millions. Ça fait quand même énormément d'applications, mais surtout beaucoup d'argent. Il faut savoir que l'App Store génère plus de 86 milliards de dollars pour Apple l'année dernière. Donc c'est absolument considérable. Donc plus de la moitié sont liés aux jeux vidéo. Et donc de l'iPhone OS 1 à l'iOS 16, qui est la dernière version d'iOS, on a eu énormément d'innovations, des applications phares comme FaceTime, comme l'assistant personnel Siri, le support du NFC, donc paiement sans contact et un certain nombre d'applications, de multitâches. Le tout sur une plateforme complètement maîtrisée et fermée à base de processeurs ARM, même si évidemment cet environnement basé sur l'open source est très suivi de près par Apple, qui surveille vraiment sa propriété. Moi, j'ai une question. Oui, allez. Il y avait combien de femmes dans les deux? Alors justement, très bonne question. Très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse, malheureusement. Mais je vous promets de m'y atteler, parce que c'est un des succès d'Apple. C'est justement le fait que ces interfaces soient extrêmement épurées et faciles d'utilisation. Vous voulez dire que c'est mieux pour les femmes que ce soit facile? Non, mais en général, dans ces filières, pour avoir côtoyé pas mal de ces gens, dans ces filières, heureusement, on a une part des femmes beaucoup plus présente. Oui, bon, ok. C'est une question de culture. C'est aussi une question de culture de pays. Absolument, et on reviendra d'ailleurs à cette question juste après cette dernière relance avec toi, Gaël, pour qu'on comprenne bien les enjeux justement sur iOS. On dit qu'Apple, alors Apple s'est quand même fait un petit peu c'est fait un peu le chevalier blanc quand même de la vie privée, de la privacy, de la sécurité par rapport à ses concurrents. Est-ce que c'est si vrai que ça? Alors,
compte tenu de sa culture de l'accessibilité, de l'utilisation la plus simple possible des applications, c'est vrai que tout de suite, les hackers se sont dit on va jailbreaker ces iPhones parce que la barre était assez haute pour pouvoir utiliser comme on le souhaite son appareil. Mais ce jailbreak, il a eu un avantage, c'est qu'il a permis à la fois d'un côté, malheureusement, de révéler des failles qui ont été exploitées sur de l'espionnage d'État ou d'organismes, sur de l'espionnage industriel, mais aussi d'améliorer, de durcir ce système d'exploitation. Et régulièrement, Apple fait des mises à jour qui sont extrêmement fiables pour corriger en fait ces failles. Alors, cette correction, elle se fait souvent, toujours au détriment de la liberté, au détriment aussi de la liberté commerciale. On a énormément d'entreprises qui ont été victimes de ce verrouillage d'Apple. Et certains ont porté plainte d'ailleurs, dont des Françaises. Complètement. Et du coup, Apple s'est tout de suite dirigé vers un certain nombre de verrous, notamment sur le Touch ID, donc l'utilisation biométrique pour pouvoir déverrouiller son téléphone, le Face ID pour utiliser des données biométriques, cette fois-ci du visage, pour déverrouiller son téléphone. On a eu aussi des réactions assez rapides sur l'utilisation des traces GPS, le téléphone qui enregistrait régulièrement les différentes positions. Là aussi, un retour en arrière. Ça a d'ailleurs été un grand message, une grande stratégie commerciale de la part d'Apple de communiquer sur le fait que eux, au moins, respectent la vie privée, contrairement à certaines autres plateformes. On avait arrivé, malheureusement, la technologie, elle amène à la fois des opportunités, mais aussi des vulnérabilités. Les fameux AirTags, qui ont été malheureusement très vite utilisés pour pouvoir suivre et agresser des jeunes femmes. Bref, à chacune des innovations, Apple essaie de maintenir évidemment sous contrôle son environnement matériel, logiciel, mais aussi moralement, ce qui est fait de ces produits pour évidemment éviter des vulnérabilités potentielles. Et tu as deux doigts de lire dans vos pensées. Évidemment, former ces talents féminins, c'est aussi féminiser la tech et les outils eux-mêmes. Bien sûr. Et comment Il faut rendre ça... le problème, quand on parle de ça, on dit toujours « il ». Vous voyez, ça démarre là. On n'imagine pas qu'il puisse y avoir des femmes derrière. Et c'est là où les femmes, on doit les trouver, on doit les montrer, elles doivent expliquer ce qu'elles font pour dire aux femmes qui écoutent, parce que ce que vous dites, c'est passionnant, c'est toute l'évolution dans laquelle on est. Mais est-ce que les femmes participent à cette évolution, à cette construction ? Et c'est ça sur lequel aujourd'hui il ne faut pas déroger à ça. Vous voyez, c'est amener les filles spontanément à se dire qu'elles ont un rôle dans cette création. Parce que ce dont vous venez de parler, c'est l'évolution de la société au sens technologique. Je ne parle pas au sens philosophique ou moral ou éthique. Ça, vous en avez parlé un tout petit peu. Et c'est là où tous les points de vue doivent converger. Voilà, je ne dis pas en disant ça que les femmes sont mieux ou plus éthiques. Ou plus... Bon, mais il y a une chose sur laquelle je suis sûre, c'est qu'elles sont beaucoup plus long-termistes. Et ça, c'est un avantage considérable pour les sociétés. Elles n'ont pas de vision à court terme. Vous voyez, elles ont une vision plus longue du temps et de ses bienfaits. Alors, croyez-moi, Gaëlle le fait tous les jours au contact des défis qui font. Je peux quand même juste, quand on regarde, on n'a pas pu le montrer là dans la chronique, les publicités d'Apple, quand on les regarde en tout cas, s'il y a une chose à laquelle ils tiennent en revanche, c'est que leur publicité, en tout cas la manière dont leurs produits sont présentés, la manière dont on montre qu'ils sont produits, mais que ces publicités soient les plus inclusives. On voit souvent des mères de famille qui produisent, qui courent, qui sont actives. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a une chose dont je suis aussi certain, c'est que sur mon champ, sur la protection des populations, on a énormément de femmes, des deux côtés, de chez Google et chez Apple, qui ont travaillé vraiment sur la manière dont ces appareils vont réagir en matière d'alerte des populations. Alors, est-ce que c'est un biais ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, pour les avoir côtoyées, je peux vous dire qu'elles ont été extrêmement actives. On parlait de ChatGPT. Une des choses qui ressortait la semaine dernière, et sur pas mal de semaines d'ailleurs, sur lesquelles j'étais engagé auprès de ces femmes, c'est que cette intelligence artificielle-là, elle ne tient malheureusement pas encore assez compte des langues, du genre. Mais, attendez, et du coup, on progresse là-dessus. Et une de mes joies, c'est de voir aussi que les langues régionales sont de plus en plus supportées, que ces questions soient supportées. Parce qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, quand on analyse et qu'on y travaille, on se met dessus, c'est la langue anglaise en priorité. Bien sûr. La langue française, elle n'y est pas, et tous les algorithmes ne montrent que des choses masculines.
Et donc, vous imaginez la vie dans laquelle on va, s'il y a une urgence aujourd'hui à changer ça. Et si la France n'a pas les moyens seule, à ce moment-là, travaillons avec l'Europe. Mais on doit aussi, à un moment, s'interroger là-dessus, puisque ce sont des boîtes américaines. Et aujourd'hui, moi j'ai eu un exemple. J'étais en ligne en venant ici, aujourd'hui chez vous, avec Laurence de Villers, qui est professeure spécialiste de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, professeure à la Sorbonne, et qui justement est en train de travailler sur l'éthique derrière tout ça. Et elle fait des groupes de travail avec des Français, aussi avec des Américains, avec des étrangers, mais il faut qu'on retrouve aussi notre fierté française. Et c'est là où le danger aujourd'hui est partout. Dans à la fois la mondialisation, moi je suis une femme mondiale, je trouve ça très bien de regarder ce qui se passe, parce qu'on s'enrichit complètement des autres. Mais ce qui me fait peur, c'est quand même une perte de talent, tout simplement. De talent, et puis plus que ça, de pensée française. De souveraineté, finalement. Absolument. Avec une fois de plus, les conséquences économiques. Mais complètement. Et c'est ça le danger aujourd'hui, et c'est là où on doit se mobiliser. Et ça s'est révélé hier, absolument, dans Chemin d'avenir, l'événement, dans les livrables qu'on avait eus suite à la restitution de la fresque de ce fameux jeu que nous avons mené en matinée. Il y avait trois sujets. J'ai évoqué le premier, qui était la confiance en soi. Franchement, il y a un déficit de confiance en soi. Et là, il y a un rôle, tant à la maison, on le disait, à l'école, mais également les entreprises qui doivent prendre le relais. Et puis aussi, deux autres sujets intéressants. Le second était le fait de dire qu'on ne voyait pas, et c'est les petits et les petites qui le disaient, qu'on ne voyait pas suffisamment dans les médias et les réseaux sociaux, c'est quand même les outils qu'ils utilisent au quotidien, suffisamment d'expertes féminines dans le domaine de la data, dans le domaine de l'IA, sur les sujets de ChatGPT, etc., etc. Donc il y a un déficit. Et il faut mettre en valeur beaucoup plus ces femmes qui font et qui sont là aux manettes, en France bien évidemment, mais aussi pourquoi pas à l'international, parce qu'on est aussi dans une dimension inspirationnelle. Et puis le troisième sujet, qui est aussi important et que le rectorat de Paris a bien noté, c'est le fait qu'ils étaient totalement embrouillés dans les décisions à prendre quant aux filières scientifiques ou technologiques. Ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas. Donc il y a un enjeu de simplification aussi pour mieux flécher mais ces également cette problématique génère quoi? Et ça a été poussé tout à l'heure, la problématique de la peur et de l'anxiogénéité. Déjà qu'on vit dans un monde suffisamment anxiogène avec tout ce qui est injecté en matière d'IA et on ne comprend rien à ce qui se passe, en tout cas de ce cette génération. On en a parlé beaucoup. Il est clair, absolument, il est clair qu'il y a ici un besoin d'éclaircissement majeur de la part de l'éducation nationale et notamment des collèges, puisque c'est là où tout se passe. De la tech, outils à la tech talent. On continue à parler de la féminisation, justement, des matières STEM. Nos invités se retroussent les manches. Vous aussi, c'est le Talk, partie 2. Et on continue justement à parler de cette féminisation des filles et des métiers. On va parler de féminisation tout court, j'ai envie de dire. Parce que l'actualité nous offre un sujet de choix. Mais qui est donc Agathe Monpeilly, 28 ans, prochaine CEO de Leroy Merlin? C'est une jeune femme incroyable. Elle est diplômée en 2016. Elle a fait l'ensemble de sa carrière dans les enseignes de Leroy Merlin. Elle était précédemment quand même CEO de Leroy Merlin en Grèce, je le dis au passage. Et depuis sa nomination, eh bien, c'est un véritable torrent de soupçons qui planent au-dessus de cette incroyable CEO. On la soupçonne d'appartenir d'abord à la famille Muliez, qui détient justement notamment le groupe Leroy Merlin, ADO également. On dit qu'elle aurait été cooptée. Aude, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu frustrant et énervant dans cette histoire. C'est juste parce qu'elle a 28 ans que c'est une femme? Ah oui. Non, c'est le sujet, c'est le fond du sujet. On ne peut pas penser que cette femme qui a 28 ans soit légitime pour occuper cette fonction. Est-ce qu'on est allé regarder son talent, justement ce qu'elle a fait, sa réussite en Grèce et son propre cerveau? Est-ce qu'on a analysé sa compétence à l'aune de son intelligence? Non, on a critiqué et c'est parti très vite, justement. Ça fait partie du fond. Un des grands sujets de la France aujourd'hui, c'est l'incapacité
à accepter spontanément qu'une femme, cette exigence aussi qu'on va avoir d'une femme qui est nommée à un âge, vous vous rendez compte, elle a moins de 30 ans, elle n'est pas compétente, elle est là parce que... Moi, quand j'ai démarré ma carrière, pourquoi est-ce que je suis entrepreneur? C'est parce que je suis rentrée dans une boîte et le bruit courait que j'étais la maîtresse du président. Formidable, hein, c'est mieux que mieux. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'être entrepreneur, parce que c'est le même système. Moi, c'était il y a 50 ans. On n'aurait jamais dû croquer la... Vous voulez que je vous dise, on n'aurait jamais dû croquer la pomme. Oui, c'est ça. On n'a pas évolué. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'on n'a pas évolué. Et dans le fond, on ne peut pas accepter qu'une femme ait ce genre de position, qu'une femme prenne la parole, on nous traite d'hystérique dès qu'on crée quelque chose, ou on nous traite de féministes, comme si le mot féministe était un gros mot. Mais ça paraît fou et totalement anachronique à un moment où justement on essaie de mettre la jeunesse, la féminisation au pouvoir, en avant. Aujourd'hui, je rappelle aussi ce chiffre, tant pis, hein, mais il n'y a que 3 femmes qui dirigent les entreprises du CAC 40, Christelle Edelman chez Orange pour ne pas les citer, Catherine McGregor chez Engie et Estelle Brachlianoff chez Veolia. C'est anachronique, Muriel, tout ça. C'est anachronique, je peux rien... Enfin, je rejoins parfaitement Aude. Les stéréotypes, les clichés, et puis le sujet du fait que Aude soit effectivement ait 28 ans. Elle doit être évidemment le fruit d'une cooptation, d'un complot. En fait, tout ça est tellement vu et déjà vu. Ça date ni d'hier, ni d'avant-hier. Moi, je trouve remarquable que Aude a été... Agathe, elle s'appelle Agathe, pardon. Vous trouvez aussi remarquable Aude, hein, vous me direz. Qu'Agathe j'adorerais avoir 28 ans. Et moi donc, mais vous les avez toujours. Et moi donc, si vous saviez, mais que Agathe, effectivement, 28 ans, comme le disait Aude, est-ce qu'on a été regarder ses compétences? Est-ce qu'on a ses expériences, sa maturité? Parce qu'il n'y a rien qui est le fruit du hasard. Moi, je crois à la synchronicité des faits. Si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle a de bonnes raisons d'y être. Absolument. Or, dans notre culture française, telle qu'on la connaît, c'est vrai que tout ce qui est différent remet en question, que la réussite, parfois, est souvent placardée. Vous me direz l'échec aussi. Donc, en France, on n'aime pas ceux qui échouent, on n'aime évidemment pas ceux qui réussissent. Donc, c'est un peu compliqué. On est très souvent, on aime être souvent dans la moyenne. Et donc, moi, je souhaite à Agathe, mais tout le succès, surtout qu'elle connaît parfaitement bien la maison et qu'ils parlent. De toute façon, je vais vous dire, ils ont parlé, ils parleront. Donc, il faut tracer son chemin. Haters will hate. Exactement, tracer son chemin et nous, continuer nos routes et continuer à bâtir et à construire et à faire. Oui, et ne pas laisser dire et laisser faire. Et ne pas laisser dire, mais on ne peut ne laisser dire et laisser faire que pas des actions concrètes. Parce que les prises de conscience, c'est bien. Quand ça ne passe pas à l'action, c'est moins bien. Moi, je suis quelqu'un qui pense que c'est par l'action et par l'incarnation de ce qu'on porte qu'on réussit le chemin. Alors justement, on est quasiment à la fin de cette émission. Je voudrais laisser le mot de la fin à un allié peut-être, à Gaël Musquet, parce que justement, cette féminisation de l'économie de la société, on ne peut pas la faire sans les autres 50% de l'humanité, tiens. Ben oui, et puis rebondir à quel moment vous nous sur 52%. Oui. Pour rebondir un peu sur Laura Merlin, pour avoir fréquenté un peu les équipes, sur des gros événements comme Maker Faire ou Tech Shop, on a des événements justement où cette entreprise permet à des femmes, à des jeunes filles, de voir comment, au niveau scientifique et technique, on peut s'emparer de ces sujets-là et comment ils peuvent devenir une profession. Si j'avais un mot de la fin, ce serait celui-là. C'est qu'au lieu de critiquer Laura Merlin, que d'autres entreprises leur emboîtent le pas, justement en participant à ce type d'événement. Et si il va falloir malheureusement vraiment s'arrêter à Muriel et surtout le temps de vous rappeler que règle du CSA oblige, que vous pouvez aussi aller chez Bricorama ou chez votre quincaillier dans votre rue. Voilà. Merci infiniment, c'était un plaisir de vous retrouver. Un grand plaisir. Un systémique. On vous suit avec notamment un fonds de dotation qu'il va falloir regarder de très près pour la fin de l'année pour pouvoir féminiser justement ces filières. Évidemment, Muriel Toiti, on vous suit avec les activités de OnePoint et avec les conférences que vous nous proposez. Gaël, on te suit quasiment tous les jours dans cette émission. On se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.